Good morning to you, chers spectateurs, et bienvenue in the biggest, loudest video that you ever gonna see. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui n'a pas très envie qu'on parle de lui. On va parler de The Apprentice, d'Ali Abazi, un film qui donc raconte l'histoire en fait d'un certain Donald Trump qui, dans les années 70 et 80, arrive un petit peu pas trop à trouver sa place entre un père qui prenait beaucoup d'espace et qui avait l'air de conduire la boîte familiale vers une fin sordide, et à côté une espèce d'indifférence générale de la part de son entourage qui n'a pas l'air de trop prêter attention à un monsieur qui semble avoir de l'ambition dans le monde de l'immobilier, mais à qui on veut pas vraiment filer des sous. Et d'un seul coup, il va faire la rencontre dans un club select de Roy Cohn, qui est un avocat qui n'a pas forcément une grande réputation, mais une réputation, celle de n'avoir jamais perdu un seul procès. Et Donald Trump va lui demander de lui filer un petit coup de main. Je peux en dire plus pour que vous découvriez un petit peu ce qui se passe par la suite. Et pour en parler avec moi, mon cher PE, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça faisait un petit moment. Je sais plus quand c'était la dernière vidéo qu'on avait fait, mais Wow. ça fait un petit moment. C'est quand même pas le western avec Viggo Mortensen, on a refait d'autres trucs depuis. Je me demande, c'est pas ça. Ah, Ouais, quand je même, crois donc que ça c'est fait depuis mai. Ouais. Oh la vache. Et ouais, il était temps qu'on se retrouve. Pour un film en plus qui n'est pas anodin. Ah bah clairement, je vois pas vraiment quel contexte vous résumer, à part donc que le film est passé au Festival de Cannes et a créé la polémique. Pas forcément pour le film en lui-même, mais parce que Donald Trump a appris qu'il passait au Festival de Cannes et ça l'a un petit peu énervé. Suite à cela, il a lancé une énorme campagne de surmédiatisation du film pour essayer de montrer que c'était juste un ramassis de mensonges. It's fake news, vous connaissez la chanson. Et à partir de là, le film aux États-Unis, sachez qu'il sort dans une espèce d'indifférence générale, puisqu'il est sorti donc au moment où on sort cette vidéo le vendredi passé, et que le film bide. Mais ne bide pas parce que, visiblement, il n'a pas de pub, bide parce qu'en fait, les gens essayent d'éviter de voir le film. Est-ce que c'est parce que le contexte politique fait qu'ils n'ont pas envie d'y aller, ou est-ce que c'est parce qu'au contraire, il y a plein de spectateurs qui sont des fans de Trump et qui n'ont pas envie de soutenir ce genre de projet? Je ne sais pas. En tout cas, en France, il sort avec une vraie envie de la part des spectateurs de découvrir un petit peu cette histoire, parce que, mine de rien, un film sur un homme politique encore en activité, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup. C'est vrai qu'en France, pour prendre un comparatif, je crois qu'il n'y a que La Conquête qui était sur Nicolas Sarkozy qui était sorti alors qu'il était encore président. Oui, tout à fait. Mais sinon, vous regardez aux États-Unis, il y a un petit peu un espèce d'aura, et à part, je crois, un biopic sur la rencontre entre Barack et Michelle Obama, qui est sorti alors que Barack Obama était encore président, il n'y a jamais eu réellement de film qui attaquait un président lorsqu'il était encore potentiellement dans l'optique d'avoir le pouvoir à portée de main. Donc c'est un pari assez audacieux que nous offre le cinéaste Ali Abazi. Ali Abazi qui change radicalement de genre, puisque d'après Les Nuits de Macha et avoir passé sur quelques épisodes de la saison 1 de The Last of Us, il change radicalement de registre. Et là je me tourne vers toi mon cher PE, je te demande ce que tu as pensé de The Apprentice. Eh ben j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, alors c'est un film qui est très classique dans sa réalisation. Parcours chronologique du jeune Donald Trump. Et donc bon, l'histoire elle est de toute façon connue, hein, donc l'ascension sociale, financière de Trump, et en parallèle bien sûr la courbe décroissante, c'est-à-dire la déchéance morale. Donc ce qu'on gagne en argent et en pouvoir, on le perd en moralité. Hein, si on devait, et en dignité aussi. Voilà, dignité, moralité, en humanité. Bref, voilà, le scénario là-dessus est très clair. Mais après, c'est un film qui est, bon, certes très classique comme je l'ai dit, mais qui est bien réalisé, qui est bien interprété, qui a le mérite de bien expliquer le fond du problème. Et là-dessus, pour moi, c'est vraiment une réussite. Donc, alors évidemment, comme tu l'as dit, ça va intéresser ceux qui s'intéressent déjà au personnage de Trump, qui plus globalement peut s'intéresser à la politique ou à l'histoire américaine récente. Après, pour les autres qui sont pas dans tout ça, ça peut être juste un film découverte, qui dans tous les cas fait qu'on passe un bon moment. Oui, clairement. Tout simplement. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, moi j'irais plus loin. Je trouve que vraiment c'est plus, tu vois, toi tu parles de classicisme dans la mise en scène, moi j'irais plutôt sur l'écriture. Pour moi c'est vraiment l'écriture qui caractérise le classicisme global du film, parce que je trouve que dans la mise en scène, Ali Abazi, il a plus d'expérimentation, ou en tout cas de tentatives et de parti pris. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans la partie mise en scène. Mais en tout cas, le film en tant que tel est un objet assez fascinant et assez surprenant dans le contexte actuel, parce qu'en sachant que là, on est à moins d'un mois de l'élection américaine, donc avec un immense flou sur ce qui pourrait potentiellement arriver, faire un film comme ça, c'est quand même assez couillu.
en sachant qu'il y a eu beaucoup de déboires autour de est-ce qu'on fait le film ou pas. Ali Abazi étant un cinéaste qui, lui, politiquement, il est très engagé, donc à partir de là, son objectif, c'était clairement de faire un film qui soit engagé politiquement et qui ne fasse pas que montrer Trump, mais aussi montrer l'Amérique. Ce que fait très bien le film, je trouve, parce qu'au-delà d'être un biopic sur Donald Trump, c'est vraiment un biopic sur l'Amérique post-Reagan. Cette Amérique qui a vécu un coup de mou après voilà, l'affaire du Watergate, avec tout ce qui s'est passé autour, avec l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, qui a quand même eu ce fameux slogan qu'a piqué Donald Trump ensuite, Let's make America great again. Donc, il y a un parti pris, et moi je trouve le film assez fascinant par cela. J'ai bien aimé cette sensation de rythme, c'est-à-dire qu'on va vraiment à 200 à l'heure comme le personnage. Je t'avoue que j'ai pas regardé ma montre et je me suis pas dit que le film était trop long. Non, ça passe vite. C'est vraiment bien fait. Ça passe vite. Gardez en tête que c'est vraiment la partie Donald Trump mania de l'immobilier. Hein. C'est pas un film qui va parler de Donald Trump jusqu'à ce qu'il atteigne la présidence des États-Unis. Hein. C'est vraiment un film qui se caractérise sur fin 70, 80, début 90. C'est vraiment ça le parcours du film. Mais après, ouais, c'est assez intéressant de voir que aussi, on aura l'occasion d'en parler dans l'écriture, mais à aucun moment Trump n'est traité comme un personnage antipathique. Au contraire. Non, ouais, au contraire. Au contraire. Même, il y a forcément un côté vrille. Il y a un point de bascule. Il y a un côté un peu Scarface, quoi. C'est vraiment genre au début, tu apprécies le personnage, et puis tu vois ensuite le personnage avancer, et tu commences à questionner un petit peu ses actions et sa morale. Mais c'est typiquement un Rise and Fall. Mais un Rise and Fall sans la chute, finalement. Parce que la chute, tu l'as pas vraiment. Tu l'as moralement, comme tu disais, et tu l'as humainement. Et tu l'as pas physiquement incarné par le personnage. Parce qu'au contraire, lui, c'est presque le début, en fait, de sa carrière qui commence dans la fin du film. C'est le début du Donald Trump qui va devenir vraiment le mania de tout, qui va dominer les médias, qui va commencer à faire du cinéma aussi et du catch. Bon, ça, je pense qu'il s'est peut-être arrêté là aussi pour ça, d'ailleurs. Allez, vas-y, c'est dire, peut-être pas après, dans cette partie-là. Ça devient limite de la caricature. Ouais. Mais voilà, c'est un film assez fascinant, qui n'est pas exempt de défauts, mais qui a le mérite au moins de dresser le portrait d'un homme qui est clairement dans l'air du temps et sur lequel on a besoin aussi de réfléchir, mine de rien. Pas uniquement de rejeter la personne, aussi de réfléchir en fait sur comment elle s'est construite et comment l'espèce de mythe un peu paradoxal qu'est Trump s'est construit aujourd'hui et arrive à atteindre quand même la présidence des États-Unis. C'est bon de replacer ça. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Très bien. Donc Gabriel Sherman est un scénariste qui n'a pas écrit forcément beaucoup de choses, mais qui a notamment écrit dernièrement une mini-série qui est sortie sur HBO ou Showtime, je sais plus, qui était sur le patron de Fox News. En sachant que Fox News est une chaîne bien de droite et qu'elle soutient ouvertement Donald Trump, je trouve ça rigolo que le mec se soit dit, après avoir fait le gars qui était à la tête d'un network qui est vraiment de droite, essayons de parler d'un droitard, tout simplement. Il a son sujet. Exactement. Il bosse dessus. Et comme tu l'as dit, l'écriture c'est pas la partie forcément la plus passionnante de ce film, même si elle regorge de détails intéressants, mais c'est la partie entre guillemets qui est vraiment, bon allez, autant le dire convenue. Oui, convenu, mais c'est logique aussi. C'est logique parce qu'on est sur un parcours chronologique de l'évolution d'un homme. Donc, alors à moins effectivement de faire des flashbacks, mais sinon, là on est obligé de suivre chronologiquement ce qui se justifie. Puisque le but c'est de montrer comment est-ce qu'un homme bascule, évolue, change, devient de plus en plus riche, gagne de plus en plus de pouvoir, mais dégringole de plus en plus dans ce qu'il a d'humain. C'est ça. Donc, alors après, il peut y avoir des tentatives d'écriture différentes, mais c'est vrai que c'est bien, dans ces cas-là, de faire une écriture plutôt convenue et classique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le côté convenu vient pas forcément de... Je dirais pas la structure globale, en fait, c'est vraiment le parcours des persos, parce que donc, comme personnages principaux, on a Donald et Roy. Ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment la relation qui est entretenue par eux, qui fait tenir un petit peu cette écriture, qui, si on s'arrêtait vraiment au détail, on pourrait dire... c'est cousu de fil blanc, on arrive à voir les retournements de situation assez vite, on arrive à voir comment les personnages évoluent, il y a des moments où on essaye de nous faire du suspense sur la relation ou alors l'évolution d'un personnage, honnêtement c'est pas très subtil et c'est pas forcément sur ça que repose l'écriture de Sherman. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Roy Cohn et Donald Trump sont des espèces de miroirs qui au fur et à mesure de la narration vont évoluer et vont s'inverser. Et c'est là en fait qu'on tient ce qui pour moi est le point fort du film, c'est que l'apprenti devient le maître. On est dans du Star Wars. D'où ce titre. On est dans du Star Wars, on est chez les sites. On est clairement sur la rencontre entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Bien sûr, c'est ça. Ouais, alors plutôt... plutôt l'empereur et Anakin, plutôt Palpatine et Anakin. Ouais, c'est plutôt là-dessus. Hein. Mais d'ailleurs, je trouve que le nom The Apprentice, c'est aussi sans doute une petite référence à ce côté Star Wars, où il y a vraiment, en fait, alors,
dans la vraie vie. Après, la côté, référence, elle est clairement aussi dû au fait qu'il y a un show aux États-Unis. Oui, il y a un show. The Apprentice, Mais je pense que qu'il y a Donald Trump dirigeait. Tout à fait. Après, oui, il y a forcément un lien, il y a une double parallèle à lecture. faire. Oui, Il y a une c'est double sûr. lecture, et moi j'allais sur effectivement C'est sûr. entre les lignes. Où voilà, il y a ce côté, le côté obscur de la force, qui là est très concrètement via l'aspect financier et l'aspect lié au pouvoir. Et à la morale aussi, tout simplement. Ça. Parce Et que comment, pour moi, c'est moralement, vraiment on la perd pied. morale en Ouais, fait bien qui est sûr. le Bien sûr. vecteur de bascule, parce que ce qui est questionné au début, et tu me l'avais très bien souligné en dehors, mais c'est le côté très juvénile et candide finalement de Trump au début. Ah oui, bien Il sûr. nous est presque montré comme un ignare, comme un simplet. Et puis ce que tu disais, c'est qu'au début, le début du film, on trouve Trump, après tout, sympathique. Ah bah moi, il y a carrément eu une heure Voilà, où je un me petit suis peu, dit, mais attends, c'est le Donald Trump qu'on voit aujourd'hui, parce que là, il a l'air plutôt honnête, entre Ouais, c'est guillemets. ça. Et puis un peu perdu, cherchant à réussir plutôt honnêtement au départ, en tout cas avec les armes qui sont celles de la loi du marché. Et en fait, on voit effectivement le point de bascule, où comment en fait, ah bon, en fait, il y a des règles différentes, ah bon, ces règles peuvent être illégales, ah mais ça marche quand même, ah mais on peut s'en servir, d'accord, toi tu fais ça, toi aussi. Ok, bon bah alors, bon bah allons-y. Et voilà ça, donc ouais, au départ on a un Trump un peu, ouais, un jeune homme candide qui a envie de réussir, qui a envie de sauver l'affaire familiale, qui a envie de se faire un nom, et qui sait pas trop comment il va s'en sortir avec tout ça, et effectivement jusqu'à la rencontre. Oui, la fameuse rencontre. La fameuse rencontre. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment ça qui tient le film, parce que ouais, derrière, enfin, le scénario en fait est pas d'une immense profondeur, quoi. C'est très factuel entre guillemets. Bon, même si visiblement il y a quand même certaines libertés qui ont été prises, parce que à partir du moment où ton film s'ouvre sur un gros carton avec marqué, même si la grande majorité des faits et des personnages qui sont montrés dans ce film, il y a un peu de fiction. Je pense qu'à partir de là, c'est qu'ils ont quand même envie de rappeler qu'on regarde un film, qu'il faut pas prendre tout mot pour mot. Il y a des éléments qui font un petit peu froid dans le dos quand même autour du personnage de Roy Cohn et autour du personnage de Donald Trump, parce que c'est quand même vraiment deux personnages qui littéralement manipulent le rêve américain, j'aurais presque envie de dire. Ce qui rend le film assez intéressant en termes justement de sous-texte, de montrer que le rêve américain, si on nous le montre au cinéma comme quelque chose d'accessible aux kidam, la réalité est beaucoup plus noire que ça, et finalement qu'il faut un petit peu le tordre dans tous les sens, le rêve américain, pour réussir à le faire rentrer dans sa petite case. Et puis là, je crois que c'est même général. Ouais. Le rêve américain, c'est un concept qui est manipulé un peu par tout le monde, et tout le monde a sa vision du rêve américain. C'est un concept manipulé par les riches américains qui ont réussi parce qu'ils Bien avaient sûr. de la famille qui pouvait les aider à faire ça. Enfin, Entre même, autres, mais on va pas se mentir, même Donald Trump, il se dit comme étant un self-made man, merci papa de lui avoir amené un le petit film fond de départ, quoi. le film montre bien. Oui, c'est très bien fait Bien d'ailleurs, sûr. de montrer au plus qu'il a eu ce côté un petit peu ruthless et vraiment irrévérencieux par le biais de son père qui n'avait aucun respect pour les règles, même s'il avait sa limite, il a quand même pas trop de limites pour plein de trucs à côté, quoi. C'est ce qu'on nous montre clairement. Mais c'est assez fascinant comme parcours de personnage parce que, ouais, je t'avoue que je dirais pas que j'ai redécouvert Donald Trump, mais j'ai appris à voir une autre facette de sa personnalité que j'avais pas forcément découvert, parce que on avait commencé à regarder un documentaire avec ma compagne sur Donald Trump, sur Netflix, et on trouvait le début assez surprenant parce que c'est vrai qu'on nous montrait un Donald Trump qui est un petit peu foiré coup sur coup en fait. Et je trouve que le film rend bien justement cette partie-là où c'est vraiment un fils à papa qui tente des trucs mais qui a besoin de l'aval de son père. Et à partir du moment où il rencontre ce mec qui a une figure très atypique et qui va vraiment le pousser et l'amener à faire des choix qui vont être vraiment radicaux, c'est là que tu te rends compte qu'en fait ouais, c'est vraiment juste un Candide qui à un moment a rencontré un pervers et ce pervers l'a rendu pervers. Et il est devenu encore plus pervers que lui. Ouais. Et en plus, tout ça dans un univers où l'argent a flot, le pouvoir qu'on obtient grâce à l'argent, grâce aux positions sociales, grâce à la corruption, grâce aux médias, grâce à la politique, en fait, que tout ça est lié, et que tout ce milieu-là, en fait, c'est un terreau lié qui donne la corruption et qui crée de la corruption, qui engendre de la corruption, qui est un cercle vertueux de corruption. Donc un cercle vicieux du coup. Vicieux, enfin, pas vertueux de vertueux, corruption, mais vicieux. Mais voilà. Non, vraiment, ça nous montre l'univers dégueulasse qui existe et dans lequel lui et plein d'autres en fait se vautrent. Et ceux dont les complotistes ne parlent pas. Cet univers dont la plupart des complotistes ne veulent qui pas pourtant parler. est juste sous nos est, yeux et qui voilà, a rien d'invisible pour lui. Plus évident qu'un état souterrain dirigé par des reptiliens, comme dirait Donald Trump. Oui, bien sûr. En termes de mise en scène, Ali Abazi, donc comme je le disais, c'est un cinéaste qui a donc une carrière très éclectique et qui surtout expérimente beaucoup. Les Nuits de Macha, je trouve que c'est un film qui visuellement est très impressionnant, qui a une très belle colorimétrie, une belle manière en plus de filmer le lieu dans lequel il se trouve. Et je dirais qu'ici, il arrive vraiment à trouver un bon équilibre, parce que je pense que c'est très difficile de filmer un New York de cette période-là.
parce que ce New York de cette période-là, il a tellement été fantasmé et mis en scène par plein de metteurs en scène, et on a tellement cette image grande de... époque. on a cette image de Sidney Lumet, de Brian De Palma, enfin de Scorsese, de ce New York de cette période-là. Donc c'est très difficile de lui donner une patine et de lui donner un regard particulier. Et je trouve que pour le coup, Ali Abazi s'en sort plutôt bien là pour le coup. Ouais, il y a, moi c'est vrai que les premiers plans, je me suis dit, ah ok, on est sur un hommage à Scorsese, on a même voir Taxi Driver, où on a effectivement New York la nuit, les grandes enseignes, les rues, les gens qui déambulent, parfois le côté un peu cradingue. Donc ouais, je me suis dit, ok d'accord, on assume clairement cet hommage à Scorsese. Même la manière avec laquelle le titre apparaît, ça fait très Taxi Driver. Ouais, absolument, absolument. Mais, voilà, Taxi Driver, c'est l'errance d'un homme dans un New York qu'il juge, qu'il perçoit comme désenchanté. Et finalement, est-ce que cette histoire que nous raconte Ali Abazi, est-ce que c'est pas aussi l'errance d'un homme, alors qui est pas au même niveau hein, que Travis, je perds le nom. Oui. Travis, je crois que c'est Travis Baker d'ailleurs. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Mais voilà, donc là, c'est pas du tout, là, Trump n'est évidemment pas chauffeur de taxi, mais c'est aussi l'errance d'un homme dans un New York qui est perçu par son entourage comme désenchanté. On a aussi... il veut rendre sa grandeur. Voilà, exactement. Donc il y a aussi, je trouve, dès le départ, je me suis dit, il y a sans doute un parallèle entre ces deux histoires. Oui, complètement, complètement. Mais ça donne encore une fois cette patine très atypique au film qui fait qu'on a l'impression que ça rend hommage à du cinéma, sans pour autant que ça fasse de la citation très ouverte et très directe. Parce que c'est le risque, si tu veux, quand tu veux faire un clin d'œil à Scorsese, il y a des cinéastes qui se plantent complètement et vont droit dans le mur. Enfin... Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours en tête, pour beaucoup de gens, il y avait plein de gens qui disaient que par exemple, c'était Magnolia, il y a plein de gens qui disaient que c'était du sous-Scorsese de la part de Paul Thomas Anderson, parce que c'était un hommage à une certaine manière de faire du cinéma, mais c'était vu comme quelque chose où c'était genre du gros clin d'œil toutes les 2 secondes. Et il y a plein de cinéastes qui se perdent aussi là-dedans, qui veulent tellement citer du Scorsese, du Spielberg, du De Palma, du Coppola, que du coup leurs films deviennent des espèces de patchwork où tu te dis, bah, je vois les références, mais est-ce que ça me donne quelque chose en plus, quoi, que ces références ont déjà amené. Et Ali Abazi, lui, il arrive à trouver justement ce petit charme de convoquer très légèrement des références, mais à aucun moment de les citer directement. Et donc du coup, tu te retrouves plus à être fasciné par les parcours des personnages. J'ai cette scène en tête au tout début du film, par exemple, où Roy Cohn regarde Donald Trump, très loin, tu sais. Oui. Le plan, mais la manière avec laquelle c'est structuré, enfin c'est... Je sais pas, j'ai trouvé que... En même temps, j'avais l'impression que c'était référencé à des plans déjà existants, et en même temps, j'étais en train de me dire, mais c'est classe quand même. Et j'ai pas l'impression d'avoir vu cette manière de filmer les personnages fait de cette manière-là si souvent que ça. Non, en plus, ça c'est un peu unique dans le film. J'ai pas souvenir après que dans le film, il y a d'autres plans similaires. Mais en même temps, c'est normal, on est au début du film, ça introduit ce personnage, c'est Roy Cohn. Donc il fallait un plan particulier. Et c'est bien pensé. C'est bien pensé, c'est bien fait. Puis en plus, il y a ce choix de format qui est très atypique parce que c'est donc du 1,50. Alors, quand vous verrez le film, vous verrez que c'est un petit peu bizarre. Alors pour ceux qui suivent les vidéos, c'est le même format que sur l'histoire de Suleiman qui est sorti cette semaine. C'est un format très particulier parce qu'on n'est pas non plus sur un format trop fermé. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à un vieux format télé en fait. Un vieux format télé sur une télé cathodique, tu vois, un espèce de truc où on n'est pas dans du 1,33 avec genre un carré. Et où c'est légèrement plus large sur les côtés. Et du coup, je me suis dit, j'ai l'impression de regarder un programme télé en fait. Je me demande presque si sur une vieille télé cathodique, il n'y aurait pas un petit côté hyper immersif à regarder un film comme ça. Non, mais c'est bien pensé. Ouais. C'est un bon parti pris. Oui. Et ça, moi je trouve que ça passe très bien. Et puis il y a aussi ce côté palpable de l'esthétique, quoi, je veux dire. Oui, complètement. Bah, on est dans une esthétique années 70, 80. Fin 80, avec en plus l'arrivée de la VHS. C'est ça. Et c'est plutôt bien réalisé ça. Techniquement, on est vite plongé dans l'univers. Et on retrouve effectivement ce New York de ces années-là. Et ça c'est très bien réalisé. Ouais, non, clairement. Bah, y a une vraie envie de vouloir plonger le spectateur en fait dans le parcours d'un personnage atypique et de créer justement un visuel et une esthétique qui sonne comme atypique. Enfin, c'est très bizarre, je ne saurais pas vous dire précisément comment il a fait, mais donc on a l'impression que la première partie du film, parce qu'on a vérifié quand même avec PE avant de faire la vidéo et de se lancer dans des trucs un peu hasardeux, donc visiblement le film n'a pas été tourné en pellicule, mais donne cette impression d'avoir été tourné en pellicule. Il y a un grain, il y a une esthétique, comme on disait, on a l'impression limite par moment de voir Taxi Driver, parce qu'il y a aussi cette patine très atypique et ce jeu autour de la lumière, des éclairages, enfin qui fait que du coup on se sent dans cette période-là, et plus on avance dans le film, plus on change, et là on part sur de la VHS, et quand je dis qu'on part sur de la VHS, c'est-à-dire que visuellement, il y a ce côté un peu
dégueulasse, où on a l'impression que le rouge et le bleu sont légèrement désynchronisés, que ça fait des halos autour des personnages, qu'ils ont l'air d'être tout plaqués, quasi blancs, parce que du coup la VHS avait tendance à ternir un petit peu les couleurs. Il y a voilà, juste cette texture aussi qui semble être imprimée sur l'image, qui fait que du coup ça rajoute un petit quelque chose. Enfin, on a vérifié, on ne sait pas quel objectif précisément ils se sont permis d'utiliser, mais ça donne un truc particulier au film, je trouve. Enfin, encore une fois, ça fonctionne dans cette ambiance. Ça marche. Absolument. Ça marche. J'ai presque eu par moment la sensation, tu sais, de regarder une vieille VHS qui aurait été paumée dans un coin et que j'aurais ressorti un petit peu de nulle part et que je mettrais dans un lecteur. Ouais, je sais pas si c'est le souhait voulu, mais il y a quasi un côté... Si, il y a un parti plus esthétique, c'est certain. C'est ça. Mais puis c'est appuyé par le fait qu'on a l'impression par moment que la mise en scène d'Ali Abazi, elle est pas de l'ordre du documentaire, mais elle veut vraiment amener le côté vérité en fait. Cherche vraiment à capter des dialogues, des bribes de rapports entre les personnages. Il mêle beaucoup d'images d'archives qui sont ensuite greffées au récit. Enfin, je trouve qu'il y a cette envie de vouloir un petit peu faire perdre pied le spectateur et lui donner l'impression de ne pas savoir en fait s'il regarde un documentaire ou un film de fiction sur un personnage qui est un petit peu fantasmé. Et j'aime bien cette idée justement de brouiller les frontières parce que c'est ce qu'on recherche un petit peu aujourd'hui lorsqu'on questionne ce genre de personnage, parce que c'est le premier à le dire, et d'ailleurs c'est une de ses 3 règles, mais ne jamais avouer la vérité, toujours nier, toujours nier, toujours nier. Et c'est intéressant de voir qu'un personnage qui s'est construit littéralement sur le mensonge choisit de ne pas accepter un film qui voudrait le traiter véritablement. Eh oui. Mais bien sûr. C'est surprenant, mais j'aime bien ce côté mise en abîme justement de ce fantasme d'avoir ce personnage et de le voir en action et de le voir vraiment vriller un moment et perdre pied avec la réalité et devenir complètement fou. Et que même lui aujourd'hui en fait continue de nier ça. Continue de ne pas vouloir accepter cette image alors que le film n'est pas si horrible que ça envers sa personne, mine de rien. Il est à charge, mais c'est pas non plus un film qui le montre comme un monstre. Il le montre comme un homme qui a fait des choix et qui sont allés très très loin, et qui aujourd'hui en font un personnage détestable. Mais il y a peut-être une scène, si je suis vache, il y a quand même une scène où il est montré clairement comme un monstre, sans vous spoiler, il y a quand même une scène, soyez accrochés, elle est un petit peu dure, c'est avec Ivana Trump, mais voilà, elle fait un petit peu mal celle-là. Mais dans l'ensemble, le film veut vraiment surtout montrer que c'est un homme qui s'est complètement laissé embarquer par un gars, et ce gars-là lui a montré une porte, et il est rentré dedans, mais alors comme un taureau. Ouais, moi je suis plus critique. Ouais. Moi je trouve que si on le montre, la figure du monstre elle apparaît de plus en plus le film avance, même si effectivement c'est subtil parce qu'il garde des côtés humains comme tout un chacun, mais il y a quand même du sombre dans l'abîme, de plus en plus. Effectivement il y a une scène en particulier. C'est vrai que, maintenant que tu le dis sur la fin, il y a quand même une scène où je me suis dit, il se fait carrément autopsier comme un monstre de Frankenstein. Hein. C'est vrai que sur la fin, il y a vraiment, plus le film avance, plus on voit qu'il perd une grande partie de son humanité au profit d'un être qui... vous verrez par vous-même. Même lui se rend potentiellement compte que... C'est ça, qui a complètement perdu pied et qui a quand même plus grand-chose d'humain. C'est ça. À part l'appât du gain, du pouvoir et pouvoir être le plus fort et pouvoir écraser les autres. Le plus puissant. Le plus puissant parmi les puissants. Je te propose qu'on passe au casting. Très bien. Très bon casting. Ouais, qui est très très bon. Vraiment très bon, avec des sacrées gueules de cinoche. Déjà, autant le placer tout de suite. Moi, mon coup de cœur, c'est Jeremy Strong. Mais ça, je pense que ceux qui ont vu le film vont me comprendre pourquoi. Et ceux qui ont vu Succession vont encore plus me comprendre pourquoi. Parce que je trouve que Jeremy Strong, ici, dans le rôle de Roy Cohn, il m'a soufflé. Ah, il est bluffant. Il est bluffant. C'est impressionnant. Mais déjà, Jeremy Strong, de base, il a quand même une posture et un truc particulier. C'est un mec qui a une gueule, c'est un mec qui a une gestuelle, qui a un truc vraiment atypique. Et là, mais dans le rôle, il est magistral. Ouais, et puis son personnage évolue, et donc sa façon de jouer, le personnage évolue aussi. C'est ça. Et c'est vraiment, tout en restant fidèle au personnage et à son jeu, mais il a des subtilités. Et c'est... Non, moi vraiment, c'est le personnage qui m'a le plus marqué à l'écran. Vraiment. Ouais. Ensuite, dans les rôles secondaires, on a Martin Donovan et Catherine McNally qui jouent donc Fred et Marianne Trump, qui sont donc les parents de Donald. Très très bons tous les deux. Oui. J'ai trouvé vraiment impactant. Enfin, ils sont forts. Oui, surtout elle, je trouve que Catherine McNally, elle arrive très très bien à jouer une espèce de mère surprotective, quoi, et qui veut vraiment un peu trop protéger son fils. Ouais, au début, mais qui a aussi vraiment, c'est la seule qui dans la famille semble avoir, presque la seule, avoir vraiment du cœur. Qui est pas dans ce milieu-là et qui essaye de préserver un peu les choses, de faire le lien, et elle est très touchante. Ouais. Mais comme Charles Carrick qui joue Freddie Trump, le frère de Donald, qui est très très beau, lui aussi. Très bien aussi. C'est un très joli personnage avec une très belle évolution, mais vraiment très touchant. On a Maria Bakalova qui joue donc Ivana Trump. Oui.
qui est bluffante. Elle joue aussi très bien. Sachant qu'un de ses premiers rôles, ça reste quand même dans Borat 2. Oui, Je tiens à le citer, non, mais donc, tout à fait. mais elle est vraiment saisissante, elle a une très belle évolution de carrière et je trouve qu'ici elle est folle, elle arrive très très bien à ouais, interpréter et le puis en plus, personnage. c'est pareil, dans son personnage, il y a différents registres de jeu, et à chaque fois, elle est très forte dans ces registres-là. Donc moi, je la découvrais, et vraiment, très bonne surprise aussi. Voilà, agréablement surpris. Ouais, et ben Et bien puis, sûr, bien il sûr, faut qu'on parle de Sebastian Stan, et voilà. qui a réussi à me surprendre parce que j'avais très très peur honnêtement. Ma grande crainte, c'était qu'il aille dans la caricature. Ce que j'ai fait en début de vidéo. It's fake news. Oui, bien It's sûr. fake news. Et It's ce qui a- not reality. Et ce qui a été fait en plus dans plusieurs shows TV C'est ça, américains. Donc, notamment le SNL qui l'a quand même très bien parodié. Voilà. Je crois que c'est... zut. Ah, je sais plus qui c'est, mais oui, il y a un gros... Ouais, il y avait un gros acteur qui avait réussi à le parodier très très bien. oui, et en plus, moi je perds toujours son nom, cet acteur. Alec Baldwin. Alec Baldwin. C'est voilà, ça. ouais. Tu vois, il suffit que tu me dises Non, ça. non, mais que c'est je ça. regarde. que je Alec perds Baldwin toujours avait fait une très bonne parodie de son- Donald Oui, qui Trump. était Et voilà. très connu. C'est facile de parodier Trump, c'est difficile de bien limiter pour faire en sorte de le rendre quand même intéressant à Surtout que suivre. là, tu parodies sur une petite capsule, c'est pas C'est très ça. long. Donc c'est beaucoup plus simple. Quand t'es sur un film, Bah, et surtout là où il faut pas complètement le parodier parce que Non, le bien but sûr. c'est de le rendre un minimum attachant au début pour ensuite déconstruire le personnage. et puis clairement, c'est pas un film parodique. C'est Donc ça. il faut être le plus sérieux possible et le plus C'est ça. proche du personnage. Et je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait Sebastian Stan parce qu'il a réussi à s'emparer du personnage, à vraiment en faire un héros à part entière dans la première partie du film et à très bien jouer sur le côté caricatural dans la deuxième sans pour autant passer son temps, tu vois, à faire ça. Ça aurait été facile, Non, tu vois, de c'est faire... sûr. Non mais c'est voilà. pas possible, pas pour un film. Ah, mais tu peux pas faire un film non, comme ça. c'est Mais bon, impossible. vu que lui, il est quasiment une caricature aujourd'hui, tu pourrais te dire, bah, j'ai juste besoin d'un tout petit peu en faire moins et puis c'est tout. Mais il a vraiment réussi à être très subtil et on sent que Ouais, c'est juste dans tout en nuances. des mots, dans des phrases, dans des petits gimmicks, des trucs comme ça. Enfin, c'est ça qui est intéressant. Oui, ça introduit en fait le personnage que le grand public connaît, en tout cas européen, essentiellement à partir de l'élection de 2016. C'est Donc là, ça. on a vraiment, certains l'ont peut-être redécouvert, mais la plupart l'ont vraiment découvert. Et là, il n'a jamais été autant médiatisé que quand il était président président des États-Unis, pardon. Sauf les cinéphiles qui l'ont découvert. Sauf Normalement, les j'ai encore raté cinéphiles, etc. l'avion. Mais j'ai vraiment le très grand public. Oui. Et c'est vrai que bah là, on ne le montre pas comme ça. Et donc, effectivement, à part quelques petites touches où on se dit, ah, là, ok, là, je vois à quoi on fait référence. Des mots, surtout Des mots, un petit peu de gestuel, un Oui. petit peu de... Mais Notamment le fameux comme Oui. ça. Et c'est savamment dosé. Oui. Et c'est ça qui est savoureux, c'est qu'on voit tout de suite à quoi... quelles sont les références. Et ça, c'est bien. Ça, c'est Ouais. bien joué. Parce qu'effectivement, c'est... on savoure. Et puis c'est toujours, encore une fois, moi j'ai toujours en tête aussi Denis Podalides lorsqu'il a dû incarner Nicolas Sarkozy dans La Conquête, qui était vraiment un petit peu sur la corde raide aussi. Il y avait vraiment cette difficulté de... C'est un personnage qui est très parodié. Bon, nous à l'époque, en plus, on avait encore les Guignols qui s'amusaient beaucoup de Nicolas Sarkozy, Oui, donc bien sûr. c'était facile de faire un Nicolas Sarkozy comme ça. Donc on imaginait facilement Denis Podalides aller dans la caricature, vu qu'en plus c'était ouvertement annoncé comme étant une comédie. Et il avait eu cette intelligence d'esprit d'être dans la retenue, d'être au contraire vraiment dans cette idée qu'il y a la caricature, mais il y a quand même le mec qu'on voit aussi à la télé, il faut trouver cet équilibre. Et je trouve que Sebastian Stan s'inscrit vraiment dans cette même mouvance d'acteurs qui prennent conscience qu'ils ont affaire à une caricature, qui pourrait potentiellement aller à fond dans la caricature et en faire un personnage qui soit complètement antipathique, mais tant pis, au moins l'interprétation elle est vraiment fun et drôle. Et au contraire, là il a vraiment cette idée de se dire, bah, calmons un petit peu le jeu, parce que je vais quand même jouer un personnage de cinéma. Il faut que mon personnage soit quand même un minimum intéressant à suivre et pas juste un mec qui passe son temps à faire des gimmicks à la con, à faire des non, mais phrases c'est et pas des choses possible. comme ça. On peut pas faire un film là-dessus. Donc c'est très intelligent de sa part d'avoir réussi à aller là-dedans. Malheureusement, on va pas se mentir, je pense pas qu'il ira jusqu'aux Oscars parce que les Américains, même s'ils sont très... si la partie acteur est très... Non, mais c'est un film qui est très politique. Et par on contre, est en ça sera pleine période intéressant, de- c'est la partie justement qui sera intéressante à récompenser. Mais personnellement, moi, tu me dis ça tout de suite maintenant, à l'heure actuelle, je vois personne d'autre que Jeremy Strong qui peut repartir avec le meilleur acteur dans un second rôle, hein, là, comme ça. Parce que vraiment, pour le coup, il s'est emparé du personnage, mais voilà, vous l'aurez compris, moi, Jeremy Strong, là, c'est mon coup de cœur de ce film. Mais ouais, enfin, les deux forment un duo en plus, on n'a pas forcément parlé de leur relation, mais à l'écran, les deux fonctionnent extrêmement bien. Ah oui, ça marche et ont très une bien. vraie alchimie ensemble, ça Absolument. fonctionne de fou. Ouais, ça fonctionne très bien. Mm. Donc très bon casting. Tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo, mon cher Perreux, qu'est-ce que tu retiens de The Apprentice? Et parce que je disais un peu en introduction, donc l'ascension financière d'un homme et sa déchéance morale progressive, mais avec aussi tout un jeu comme de nuances sur, donc il y a forcément le lien avec cet avocat,
mais aussi le rapport à la famille. Parce qu'en fait, c'est tout. En fait, c'est vraiment tous les standards de la société américaine, puisque là, on est vraiment un zoom sur une époque de l'Amérique. On pourrait étendre ce modèle en fait à plein d'autres pays, mais bon, là, on est vraiment aux États-Unis. Donc, le rapport à la réussite personnelle, le rapport à la famille, le rapport à l'argent, le rapport au pouvoir, qui fait souvent partie aussi de la réussite, et comment en fait tout ça est vu à travers le prisme d'un homme, et comment ses rencontres, sa façon de se comporter, sa volonté à tout prix de réussir, de prouver notamment à son père qu'il est capable de réussir, comment tout ça en fait va venir biaiser le chemin particulier de cet homme, et comment on descend tout doucement vers la route aux enfers. Tout à fait. Voilà, et c'est ça en fait la thématique du film. Exactement. Mais c'est très bien traité à ce niveau-là. Je vais te suivre. Vraiment, c'est un film qui, je pense, est à voir pour les gens qui sont intéressés par la politique actuellement, par les gens qui sont un peu fascinés aussi par ces grandes figures qui, voilà, sont encore traitées au cinéma, et alors même qu'elles sont encore vivantes, parce que c'est encore une fois bon de le préciser, c'est rare de voir une grande figure traitée au cinéma de son vivant, et surtout avec ce côté, voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le film a un côté très ironique en fait dans sa manière de traiter le personnage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où vous allez avoir envie de rigoler, pas forcément de ce qui se passe, mais de l'impact en fait que ça a par rapport à la remise en perspective de l'état actuel de Donald Trump et de l'Amérique. Parce qu'il y a plein de petits moments où c'est genre, oh ouais, vous pourriez faire de la politique, non, non, je ferai jamais de la politique, et du coup, t'as envie de rigoler parce que tu te dis, ouais, si c'est vraiment comme ça qu'il a vu le moment à cet instant-là, c'est assez drôle de se dire qu'il s'est dit non, non, je ferai jamais de la politique. Bon, finalement, voilà. Et puis ça montre aussi comme quoi ne jamais dire jamais, parce qu'on sait pas de quoi la vie est faite. Ne jamais assumer, toujours nier. Oui, Voilà, oui. jusqu'au bout. Mais en tout cas, ouais, film vraiment intéressant. Et si vous voulez vraiment un truc qui vous donne envie de voir le film, les acteurs. Pour le casting, pour les performances d'acteurs et pour la manière avec laquelle ils ont réussi à retranscrire des personnages, mais qui sont parfois extrêmement noirs, glauques et terriblement accrochés pour autant à notre époque. Enfin, c'est assez fascinant à regarder. Mais pour tout ça, The Apprentice d'Ali Abazi, on vous le conseille. Parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et encore une fois, ça reste un film qui est bien ancré dans l'actualité. Donc ça reste aussi un objet intéressant, même dans l'instant T, là. Maintenant, aujourd'hui, de le voir, ça a quand même une perspective particulière. Pas par hasard maintenant. Exactement. Merci mon cher PE. Merci à toi Valentin. Je ne sais pas quand on se retrouve, mais j'espère bientôt. On va se retrouver. Bon oui, absolument. Grand plaisir. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. J'aimerais bien quand même qu'il cartonne parce que potentiellement ça pourrait jouer sur les élections, tu vois. Trump ou le film? Non, le film. Non, pas Trump. Non, Trump, j'ai pas envie qu'il cartonne. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Rien que de dire ça, on va se prendre un bâche dans les commentaires.